l'hôpital, tout en sachant que nous sommes contre l'hospitalo-centrisme, donc ça démarre bien. Mais c'est vrai que les choses point par point. Et la question, elle est de partir, bien sûr, de l'hôpital, mais quand même en ressentant tout de suite la philosophie qui est que le patient, surtout aujourd'hui où l'hôpital voit son hospitalisation diminuer en temps, le patient va passer de temps en temps à l'hôpital, mais va être pris en charge avant et après par une médecine, habituellement une médecine de ville, et que donc la clé du mot d'ordre de la réflexion, c'est vraiment d'associer l'hôpital à toutes les structures ou les personnels de santé, en sachant donc que l'évolution est vers le développement des maladies chroniques, et donc vers un suivi qui ne se fait plus dans des centres spécialisés, ou en tous les cas, qui se fait en collaboration, en corrélation avec les centres spécialisés. Et donc, il y a une nécessité absolue de sortir des murs de l'hôpital, ce que l'on répète très souvent, mais ce qu'on a du mal à faire. Et là, je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne ce problème à bras le corps en fonction des années qui viennent. La deuxième notion, c'est peut-être de dire que finalement, il faut partir d'une évaluation de la population et quelle offre de soins, quelle est la demande de la population et quelle offre de soins on va pouvoir lui faire, et non pas l'inverse. Ça se passe de la façon inverse, parce que historiquement, on tient compte de ce qui existe, on a mal à déplacer, vu les résistances diverses et variées dont on a parlé tout à l'heure, on a du mal à déplacer les offres de soins et à les répartir plus équitablement. Et donc, on est parti de l'offre de soins, avec des concentrations que vous connaissez, et par contre, on ne part pas de la demande de soins. Or, la demande de soins, elle peut être évaluée, on verra peut-être dans la dernière partie, par, on sait que pour 2 millions de personnes, il y a tant de demandes de prise en charge chirurgicale, cardiaque, diabétique, etc., etc., grosso modo, évidemment. Donc, il s'agit de mettre l'hôpital sous toutes ses formes, l'hôpital universitaire dont on va parler, mais l'hôpital général aussi, en lien avec le réseau d'offres de soins qui peut être proposé. Et ça veut dire sans doute une gouvernance générale territoriale qui pourrait, c'était une des pistes de réflexion, tout ce que je dis là, ce sont des pistes de réflexion, s'appuyer sur l'échelle de la région. Vous savez, la région n'est pas responsable, enfin n'a pas dans ses prérogatives de la santé, et c'est peut-être dommageable justement que ça ne soit pas retravaillé au niveau de la région afin de répartir mieux l'offre de soins. Bien sûr, il y a les ARS, mais les ARS sont jacobines, comme vous le savez, et il n'y a pas vraiment la responsabilité des élus régionaux sur l'organisation de la santé à cette échelle. Bien entendu, c'est une toile d'araignée, c'est-à-dire que dans des régions importantes, et elles sont importantes aujourd'hui, il ne s'agit pas de ne pas tenir compte des problèmes géographiques et de subdiviser donc ce maillage à l'intérieur d'une région des groupements territoriaux qui doivent répondre encore une fois, mais pas uniquement sur le problème hospitalier, mais sur le problème de l'offre de soins par des systèmes réseau. Alors, il est vrai qu'en gynéco-obstétrique, que je connais bien, nous avons depuis déjà un certain temps, comme vous le savez sans doute, défini des maternités de type 1, de type 2, de type 3, selon l'offre de soins qu'elle est capable de faire, et essayer de réguler les patients dans ces niveaux. C'est donc quelque chose qui pourrait être repris pour offrir, donc encore une fois, des urgences, de l'accident aigu ou de l'accident, enfin de la maladie chronique, des formes de soins qui incluent tout le personnel de santé, qu'il soit médecin, qu'il soit infirmière, qu'il soit kinésie, etc., etc. Donc c'est un travail beaucoup plus de resituer l'hôpital dans un maillage régional, avec comme idée principale d'assurer un lien qui n'existe pas suffisamment, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des efforts qui ont été faits ici ou là, mais qui n'existe pas suffisamment pour véritablement définir des parcours de patients. Or,
il y a à l'hôpital des choses qui sont extrêmement diverses. Ça n'a rien à voir, je dirais, bien sûr, des services ou des pôles les uns avec les autres selon le type d'activité. Et c'est vrai que je prenais l'exemple de ce que je connais en kinésio-obstétrique, et peut-être il y a, en tous les cas, pour certaines spécialités, des besoins de restructurer en fonction de l'offre un peu sur ce modèle-là. Donc, sur le plan de la management hospitalier, c'est une évolution qui pourrait se faire vers l'ouverture vers les élus régionaux, laisser peut-être un peu plus de liberté, de vision, de recul, plutôt que de défendre, comme vous savez, ce qui est logique et compréhensible, que de défendre souvent le fait qu'on est le premier employeur d'une cité, et donc d'avoir plutôt une vision plus de restructuration de cette façon-là. Ce ne sera pas sans heurts et sans difficulté, bien entendu. Alors, à l'intérieur de l'hôpital, il y a aussi des points d'évolution. La loi HPST n'a pas été accueillie avec satisfaction, en particulier par le côté médical, parce que trop souvent, la puissance administrative a, je dirais, décidé, en prenant, on va dire, comme témoins, on va dire comme godillots, quelques médecins qui souvent n'ont pas les capacités, je dirais, d'intervenir par décision sur l'évolution médicale. Le projet médical n'étant pas forcément mis à l'ordre du jour, surtout un projet médical régional et collaboratif avec les autres établissements de la médecine de ville, n'étant pas mis en avant, mais plutôt la défense du précaré, avec, comme vous le savez, peut-être des bénéfices pour l'hôpital, mais des pertes pour la sécurité sociale. On pourrait reprendre tout un historique de conduite qui nous ont été à l'époque incités, soit de temps en temps pour garder les patients plus longtemps que nécessaire afin de rentabiliser mieux l'hôpital des hospitalisations. Les choses ont un peu changé, c'est vrai, mais on est toujours soumis à cette règle du rendement qui n'est pas exclue, bien entendu, et qui sans doute observé, d'où la nécessité aussi pour les médecins d'avoir en tous les cas une couverture de 11 de connaissances managériales et peut-être d'ouvrir en tous les cas pour certains qui voudraient être plus managers cette formation de la direction des hôpitaux plus en phase avec une association de directeurs et de médecins toujours centrés sur le projet médical, deux, bien sûr, sur les moyens de le faire fonctionner, et encore une fois, en sortant des murs de l'hôpital. Alors, pour sortir des murs de l'hôpital, il y a sans doute des mesures à prendre sur la structure même. Là, je reviens dans l'hôpital, on va parler ensuite de la médecine de ville et des liens qui doivent s'établir, mais c'est sûr qu'il faut une pénétration beaucoup plus grande, une sortie plus grande de l'hôpital et une pénétration plus grande de toutes les formes de médecine à l'hôpital, ce qui n'est pas facile dans l'espace-temps qui vous est imparti dans une semaine de faire tous les mois, sauf de multiplier les modes relationnels et l'initiative. Donc le problème est donc d'avoir une autonomie renforcée de gestion et de management, mais aussi en lien, encore une fois, avec le réseau, avec la région. On ne peut pas découper uniquement les rendements des uns des autres avec des pertes. Il y a des établissements qui sont en perte, et c'est normal, ou des activités qui seront en perte et d'autres qui seront plutôt bénéficiaires, et c'est le mélange de cela qui doit faire l'offre de soins au sein de l'outil. Alors, les pôles qui ont été, vous savez, de réforme proposés sont sans doute, à nos yeux, en tous les cas, à maintenir pour certains, mais pas pour tous. Parce que dans les pôles, on a confondu deux choses. D'une part, une espèce de structure administrative qui permettait d'enrôler tous les services d'un hôpital. Aucun service ne devait rester, ou ne doit rester seul et ne pas être en pôle, ce qui a fait des associations, comme vous savez, d'oranges et de pommes, qui n'avaient rien à voir. Donc un pôle doit avoir un sens médical, une finalité médicale,
doit concourir à réunir toutes les activités, tous les acteurs qui tendent à un même objectif. Et puis, les pôles sont très différents, bien entendu, mais c'est vrai que lorsqu'on regarde, ne serait-ce qu'à l'espace public, les différents pôles, on voit vraiment des choses qui n'ont pas de sens médical, qui n'ont vraiment que des sens de gestion et encore. Peut-on avoir un sens de gestion correct sans avoir un projet médical. Donc, un changement de structure à l'intérieur avec une représentation de la communauté médicale et des chefs de pôle qui soient nommés par la communauté médicale et non pas désignés par le directeur qui peut choisir contre la communauté médicale et avoir ainsi, je dirais, une absence de contestation, ce qui n'est pas forcément la recherche première, mais qui est peut-être, en tous les cas, nécessaire qu'elle puisse s'expliquer. Alors, l'émission de l'hôpital. L'émission de l'hôpital, je ne vais pas vous faire le tableau qu'il y a un malaise dans l'hôpital. Si on publiait effectivement les départs qu'il y a eu récemment, enfin, dans les 10 dernières années, sur des gens qui ont été extrêmement bien formés, qui sont en pleine possession de leurs moyens et qui ne sont pas restés à l'hôpital pour partir dans le secteur privé, ce qui n'est pas inévitable, bien entendu, mais qui mérite quand même une certaine réflexion, parce que ce départ s'est fait souvent dans un contre une situation qui était compliquée. Si on regarde dans le système hospitalier en général le nombre de postes qui ne sont pas remplis, y compris aujourd'hui les postes de PUPH, de professeurs, ça pose quand même une question. Et la question, elle est, je crois, je vois autour de moi les plus jeunes, c'est que ils trouvent que le chemin est très dur, très difficile, et ne pas la démarche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il y a 3 missions qui sont inscrites, par exemple, je parle là des universitaires, bien sûr les universitaires et les autres universitaires, ce sont les 3 valences, soit recherche et enseignement. Aujourd'hui, se rajoute donc pour certains du management et d'autres des missions d'expertise ou bien de certaines variations de la recherche scientifique. Sincèrement, je connais des gens formidables autour de moi, mais quand même, ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible, ne serait-ce que pour se tenir à jour dans une spécialité qui se subdivise en permanence, pour se tenir à jour. On ne peut pas mener correctement, pour une personne, je ne dis pas pour un groupe, mais pour une personne, on ne peut pas mener correctement l'ensemble de ces missions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, sans doute, qu'il y a une réflexion à mener sur le contenu de ces missions, et je pense en particulier à l'enseignement. L'enseignement est véritablement, si on veut bien regarder sincèrement ce qui se passe, comme vous le savez, l'enseignement est fait un petit peu par les PUPH, beaucoup par les PH, qui ne sont pas universitaires justement, et qui remplacent les professeurs des universités. Donc il y a une espèce de roulet de décalage concrètement qui n'est pas satisfaisant. Et alors tout ça est lié au fait que les universitaires ont un salaire université et un salaire hospitalier, ça va retentir sur cette situation-là. Mais concrètement, les 3 valences plus une ou deux qui arrivent ne sont pas possibles d'être menées correctement par une seule personne. Donc, c'est un travail d'équipe, et pourquoi pas le pôle, bien sûr, surtout s'il a un sens clinique, pas des pommes et des poires, mais un sens clinique, et là il y a une répartition de ceux qui se consacrent en même temps plus à l'enseignement, mais véritablement, c'est-à-dire pas un enseignement de compagnonnage qui se fait très naturellement, qui n'est même pas comptabilisé comme de l'enseignement, qui est de la formation et de la diffusion, je dirais, logique, mais du temps consacré, aujourd'hui on le voit dans certaines universités, à mettre en scène des véritables enseignements, ça prend énormément de temps et ça demande donc de choisir de s'y consacrer. On ne peut pas, me semble-t-il, mener de la recherche, de l'enseignement et de l'offre de soins, sauter d'une hémorragie de la délivrance à une recherche au laboratoire, plus la pandémie, faire des cours. Ça se fait, mais ce n'est pas correctement fait. On peut mieux faire, en tous les cas, voilà, me semble-t-il. Donc, peut-être faudrait-il limiter les valences et peut-être proposer des niveaux un peu différents.
C'est-à-dire que bien sûr que l'hôpital, mais là encore avec l'aide de la médecine de ville, on y reviendra, qu'il faut intégrer absolument ou externaliser l'enseignement pour certains, une formation complémentaire mais qui doit être dirigée par une tête de pont et l'hôpital universitaire. Donc une formation à ce niveau-là pour tous les futurs médecins et personnels médicaux, divers et salariés. Et puis un niveau 2, qui est un niveau qui va permettre de choisir, on va dire, deux valences. On va dire deux valences. Pourquoi deux valences? Je dirais parce qu'on peut... Alors avant, oui, j'ai oublié, excusez-moi, le niveau 2, c'est plutôt le praticien hospitalier avec deux valences qui décide de faire du soin et de ne pas faire de l'enseignement, sauf l'enseignement de compagnonnage, et de participer parfois à la recherche, mais on ne peut pas l'intituler véritablement comme notre temps de recherche. Donc il se consacre à la monovalence du soin, c'est déjà assez prenant. Surtout si on lui offre, peut-être ce qu'il faudrait faire, et c'est des pistes de réflexion, si on lui offre une possibilité d'avoir une part de son exercice à l'extérieur de l'hôpital, et vice-versa, on va dire, de l'extérieur de l'hôpital pour venir à l'hôpital. Alors, est-ce que ça veut dire que les actes, tout se passe à l'hôpital et des consultations à l'extérieur? Pour certains, oui. Pour d'autres qui veulent lier consultation et actes, ils passeront carrément en privé, également peut-être, comme ça se passe aujourd'hui, le statut détaché à l'hôpital. Mais c'est surtout des statuts qui doivent permettre, me semble-t-il, d'être beaucoup plus ouverts vers un va-et-vient entre, alors vous avez proposé le 3-2, 3 jours pleins, 2 jours maximum. C'est pas absolu, et je pense surtout, et c'est un des points clés, c'est qu'il faudrait que pendant un temps, il y ait des expérimentations qui soient faites. Des expériences qui soient faites, ne pas imposer d'emblée le même mode pour des hôpitaux, des régions, des gens qui ne sont pas tout à fait la même réflexion. Mais, en tous les cas, le niveau 1, c'est la formation, on l'a vu en lien avec la médecine de ville. Le niveau 2, c'est le praticien hospitalier monovalent. Et le niveau 3, c'est celui qui est multivalent. Et avec un plancher à deux valences, sauf exception, sauf volonté particulière. Mais il me semble que si le groupe, le pôle, doit embrasser toutes les fonctions que nous avons citées et qui existent aujourd'hui, il faut les répartir sur un personnel qui choisit, qui s'engage, et qui s'engage quitte à renouveler. C'est-à-dire que, un peu comme aux États-Unis, la possibilité de participer pendant 3 ans ou 5 ans à l'enseignement, et ensuite de changer, de devenir monovalent, ou bien en train de changer. Voilà, donc c'est une souplesse qui n'existe pas aujourd'hui et qui me semble très important, avec en plus une possibilité de mise à disponibilité pour des projets différents, comme on voit dans certains pays, avec des médecins qui sont soutenus par leur direction hospitalière, mais qui participent, par exemple, effectivement, aux travaux du big data, de l'intelligence artificielle, enfin des choses qui ne sont pas immédiatement du soin, ni de l'enseignement, ni de la recherche, et qui vont participer peut-être à la recherche publique un jour ou un autre. Alors ensuite, bien sûr, les problèmes d'évaluation qui sont extrêmement difficiles aussi à mettre en œuvre, sauf que une évaluation entre soi, c'est pas terrible, et qu'il faut là aussi revenir sur une évaluation régionale, comparative, et là il faudra que ce soit piloté parce que la tendance naturelle, elle est de se protéger du regard des autres, vous savez. Et donc il faut imposer un échange avec des critères que l'on ne retrouverait pas uniquement dans les journaux du Grand Express tous les 6 mois, mais qui seraient effectivement pilotés par représentants, je dirais, des différentes activités médicales, et qui seraient là aussi à l'échelle, on va dire, du service, à l'échelle de l'hôpital, mais surtout à l'échelle de la région, de la sous-région, selon qui vient. Donc, nous sommes, si vous voulez, pour ce type de réflexion qui se base sur, bien sûr, le CHU étant un peu tête de réseau de formation,
sans doute de recherche pour certains d'entre eux, mais là on rediscute de la recherche des concentrations nécessaires, de la recherche avec les grands pôles de recherche, et puis un lien qui doit se faire avec l'ouverture sur la région. Donc une tête de réseau universitaire, des centres généralistes de moyen long séjour, donc on est bien sûr dans l'hôpital, mais dans des fonctions qui sont mieux définies et peut-être des financements différents et des objectifs qui sont différents, et bien sûr des établissements ambulatoires, à condition que ces établissements ambulatoires soient en lien avec l'après, c'est-à-dire la médecine de ville et les autres spécialités médicales qui vont prendre en charge le parcours du combattant, du combattant, c'est à dire, du patient. C'est me semble-t-il le point important. C'est donc de créer des réseaux, des formes de conventions pour repenser le parcours par spécialité définie, avec bien sûr il y a une grille qui existe tout le temps, mais forcément cataloguer de telle ou telle affection, mais en tous les cas il y en a un certain nombre qui méritent un parcours de soins avant, pendant et après une prise en charge plus institutionnelle. Donc les indicateurs de qualité, comme je vous l'ai dit, devraient faire l'objet d'une publication, mais d'une mise en commun des caractéristiques et des critères que nous souhaitons donner. Par exemple, dans un service de chirurgie, combien il y a de reprises chirurgicales. J'ai vu qu'un seul service qui l'affichait dans ces couloirs. Voilà, ce sont des choses, par exemple, qu'on pourrait savoir dans le service d'obstétrique, combien il y a de taux de césarienne, etc. Autrement que par, comme je l'ai dit, des journaux, mais plus par la participation de nous-mêmes, c'est-à-dire des acteurs médicaux et administratifs que nous sommes. Il ne s'agit pas de mettre les administratifs de côté, il s'agit de recréer le lien et l'unité nécessaire, la conjonction, la complémentarité des deux. Voilà. Voilà quelques idées, quelques pistes, il y en a beaucoup d'autres. C'était juste pour replacer un peu l'hôpital dans la région, dans toutes les formes de santé, et une modification à l'intérieur de l'hôpital de l'accueil des ceux qui font la médecine, en tenant compte de l'évolution. On ne peut plus se tenir au courant de la bibliographie, de faire l'enseignement top, et surtout de s'occuper des malades, sans parler du managériat, je dirais aujourd'hui correctement. Merci.